réponse au logement des salariés, des saisonniers et des apprentis dans les territoires. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur U2P TV. Nous sommes toujours évidemment depuis le Salon des maires et des collectivités locales de Paris. Et vous le savez beaucoup mieux que personne, beaucoup de salariés des petites entreprises ont beaucoup de difficultés à trouver un logement à proximité de leur lieu de travail. Alors on peut penser par exemple à tous ceux qui vont aller en station, travailler à la montagne puisque l'hiver arrive à grands pas. Mais ce ne sont évidemment pas les seuls et c'est pour favoriser justement le logement de ces publics-là que les professionnels, les municipalités et les élus se mobilisent pour trouver des solutions. On va en parler avec Franck Louvrier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de La Baule et vice-président du Conseil régional des Pays de la Loire. Et Dominique Da Silva, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche du Val d'Oise. Alors Franck Louvrier, j'aimerais commencer avec vous parce que vous avez mis en place une initiative dans votre ville. Vous avez transformé un camping municipal en bungalow pour accueillir les saisonniers. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est... Bon, d'abord, c'est le fruit d'une réflexion et de retour, bien sûr, de la profession et notamment du monde du tourisme qui recherche en permanence des logements. Et comme vous le savez, sans toit, sans emploi. Et donc on ne trouve pas non plus... de personnes, de personnel, lorsqu'on n'a pas la possibilité de les héberger. Et donc de ce fait-là, on a pris plusieurs initiatives. La première, c'est une initiative assez simple, c'est de faire des logements saisonniers, mais c'est pas facile parce qu'on est sur un territoire qui est très contraint entre l'océan Atlantique, le marais de Brière, et puis la loi littorale, etc. Donc il y a peu de foncier disponible pour pouvoir construire des logements saisonniers. La deuxième initiative, c'est une initiative plus, je dirais, de solidarité immobilière. C'est l'ancienne opération, c'était un saisonnier, je l'accueille chez moi. Donc on proposait aux personnes de pouvoir accueillir un saisonnier chez eux. Et on mettait en relation, la ville met en relation, en fin de compte, l'hébergeur et l'employeur. Comme ça, tout le monde se connaît et il n'y a pas trop de dilemme ou d'interrogation. Et puis, troisième chose, on a 4 campings sur la ville. 3 campings privés, un camping municipal. Vous savez, les communes, après, je dirais, la libéralisation des vacances, on a eu l'occasion d'avoir des campings municipaux. Chacun fait son camping, plusieurs, et c'était de belles initiatives. Sauf qu'ils sont rentrés un petit peu dans la compétition et la concurrence, et le nôtre n'était plus à même de pouvoir être concurrent avec tous les autres, parce que d'abord, il est dans un bois classé, qui est le bois d'Escoublac, en plein milieu de la ville, et puis il ne pouvait pas non plus s'agrandir parce qu'il, bien sûr, c'est protégé, donc on ne pouvait pas faire de grandes piscines. Et à partir du moment où vous n'avez pas de grand centre aquatique, c'est moins attractif. Et donc de ce fait-là, on s'est dit, mais en fin de compte, pour qu'il soit utile aujourd'hui, c'est plus à devenir des logements saisonniers que d'être encore un énième lieu touristique. Et donc on a transformé l'ensemble des emplacements qui existaient par des logements qui sont des logements tout à fait acceptables et qui sont agréables, et qui fait qu'on a pu mettre 40 logements et puis 20 supplémentaires l'année prochaine pour permettre d'accueillir au moins 1 ou 2 saisonniers. Ce qui a permis d'offrir très rapidement et de façon assez forte, parce que pour retrouver 60 logements d'un seul coup, c'est compliqué, à l'ensemble des professionnels. Après, il a fallu sélectionner, parce que vous imaginez que la liste de candidatures est très importante. Donc on a sélectionné par catégorie, donc des grands groupes hôteliers aux restaurateurs, en passant par même des commerçants, etc. Et le fait est, c'est que ça travaille bien sûr l'été, donc c'est un logement saisonnier, mais la saison chez nous, elle existe en 2 parties. Il y a la saison d'été, mais il y a aussi la saison d'hiver. Et la saison d'hiver, c'est quoi ? C'est les chantiers d'Atlantique, pas loin à Saint-Nazaire, c'est Airbus, et là aussi, ils ont besoin de logements l'hiver plutôt. Donc tout ça fait que le modèle économique est tout à fait tenable, parce qu'ils sont remplis quasiment 12 mois sur 12. Voilà un petit peu l'ambition de ce projet. En tout cas, des premières bonnes pratiques qui ont été mises en place, et comme quoi, avec un petit peu de volonté, on peut faire avancer les choses. On accueille Vincent Sitz, bonjour, président de la commission emploi-formation du groupement des hôtelleries et restaurations de France. Bonjour. Je vous interroge dans quelques minutes, le temps d'aller voir Dominique Da Silva, puisque dans ce même élan, vous avez déposé une proposition de loi pour créer un usufruit locatif social employeur. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est. Oui, écoutez, tout d'abord, je tiens à saluer l'initiative de Monsieur le maire, parce que je crois qu'effectivement, il y a des possibilités et c'est très bien de les expliquer et de peut-être de montrer ça donnera d'autres idées. Voilà. Oui. Mais effectivement, ma proposition de loi que j'ai déposée en avril dernier
vise à redonner un peu la main aux employeurs pour qu'ils aient des attributions à leur initiative et finalement qu'on revienne à ce qu'était le logement social à l'époque où effectivement avant de créer finalement le 1% et puis aujourd'hui Action Logement et encore une fois Action Logement a toute sa place et toutes les dispositions qui existent sont utiles, mais je crois qu'on a perdu ce lien entre l'employeur et finalement le logement de ses salariés. Et c'est encore plus vrai sur tous les territoires du littoral. Et Dieu sait que ça fait énormément d'emplois. Et c'est dommage parce que quand on vise le plein emploi, je trouve qu'il faut parler finalement aux deux usagers que sont l'employeur et le salarié. Et donc, la proposition, elle est simple, elle est de permettre finalement aux entreprises de prendre part finalement à la politique du logement aidé. Donc dans le cas d'un usufruit, donc l'entreprise reste nue propriétaire, on n'a pas à gérer le bien puisque le bien reste une gestion locative d'un bailleur institutionnel. Et l'avantage, c'est que c'est pas un investissement à fond perdu puisque à la fin, il y a ce qu'on appelle un remembrement qui se fait au bout de 15-20 ans. Et donc ça veut dire que c'est un investissement, j'allais dire, intéressant, lucratif, mais c'est pas l'intérêt puisque pour un employeur, le premier retour sur investissement, c'est le recrutement et c'est d'avoir des compétences. Et donc, finalement, le rapport locatif est moins le sujet que pour certains investisseurs institutionnels qui cherchent effectivement une rentabilité quasi immédiate de leur investissement. Et donc, voilà, c'est une proposition que je fais. Elle est plutôt soutenue par plus que ma majorité, mais maintenant, il faut qu'on arrive à accrocher quelque chose avec le gouvernement pour pouvoir l'apporter à l'Assemblée nationale et au Parlement. Merci. Alors justement sur ce thème, Vincent Sitz, l'UDP a été partenaire d'une étude du cabinet Asterès sur l'usufruit social locatif employeur et la solution que ça pourrait être face aux difficultés de logement. Qu'est-ce qu'elle nous révèle cette étude ? Écoutez, déjà je suis ravi qu'elle puisse être abordée puisque la vraie problématique, c'est une vraie préoccupation en tout cas pour les employeurs et pour les salariés de trouver un logement en saison, que ce soit balnéaire ou à la montagne. Et puis rappelons quand même que avant l'amendement, la vraie difficulté pour l'employeur qui était intéressé pour pouvoir loger ses salariés, c'est que quand il faisait construire, il n'avait pas possibilité de récupérer la TVA. Donc effectivement, pour certains, c'est quand même pas négligeable. Donc du fait, ça ne s'est pas pu se faire. Ensuite, on a quand même la problématique des OTA, entre autres, je vais nommer Airbnb, qui a fait que ça a donné la possibilité à certains d'investir dans des logements qui fait qu'aujourd'hui, nos salariés ne peuvent plus se loger soit en station balnéaire ou montagne, ou même un peu plus loin, puisque de toute façon, certains ont mis tous leurs biens en location et d'autres ont même investi dedans. Donc le fait qu'on puisse aujourd'hui avoir des amendements qui vont permettre justement de pouvoir investir dans le locatif pour nos salariés, c'est quelque chose de primordial. En même temps, je voulais aussi rebondir sur quelque chose, puisqu'on parlait d'Action Logement tout à l'heure, qui a effectivement toute sa place, mais il faut quand même rappeler que le 1% n'est pas fléché. Et donc la problématique, c'est que comme il n'est pas fléché, à part pour certaines communautés où effectivement il y a un minimum de population, on ne pourrait pas développer des logements là où potentiellement ça pourrait être fait. Donc effectivement, aujourd'hui, il y a vraiment des vrais blocages fiscaux qui sont à lever pour que justement on puisse loger nos salariés, qui puissent travailler dans de bonnes conditions. Franck Louvrier, ce qui est étonnant dans votre parcours et vos décisions, c'est qu'on dirait que vous n'avez pas attendu tout le volet législatif, les lois, enfin tout ce qui entoure, et que vous avez dit non mais moi en fait je fais et je me dis que peut-être d'autres villes aimeraient le faire, mais c'est peut-être pas si simple. Je pense aux zones rurales, aux zones de montagne, c'est des investissements qui coûtent. Est-ce que vous avez des conseils à donner pour quand même que la machine soit lancée sans que ça coûte comme ça des milliers et des cents? Bon, d'abord, ce qui coûte le plus cher, c'est la bonne idée. Et moi, j'ai travaillé dans le privé. L'un des salaires les plus importants, c'était celui qui apportait les bonnes idées. C'était pas ceux qui les vendaient, parce que les vendre, c'est facile. Quand elle est bonne, l'idée, on la vend facilement. D'abord, l'opération qu'on a faite pour le camping, on l'a faite avec une filiale d'Action Logement qui s'appelle Podelia. Donc ça reste en plus dans l'esprit que l'on a en matière de logement accessible. Moi, mon sentiment, c'est que je connais bien le fonctionnement de l'État pour avoir travaillé au gouvernement et puis auprès du président de la République, donc auprès d'un président de la République. Donc c'est vrai que je sais où il faut aller
et où il faut aller chercher la bonne initiative. Mais ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a toujours des solutions. Quand il y a un marché, il y a des solutions. La seule chose, c'est qu'il faut un peu bousculer les choses. Et c'est vrai qu'avec cette histoire de camping municipal qu'on a transformé en logement saisonnier, la ministre en charge du tourisme, Olivia Grégoire, est venue sur place parce qu'elle m'a dit mais comment tu as réussi cette opération? Mais je dis mais c'était une bonne idée, c'est tout. C'était pas difficile. Après, les gens suivent la bonne idée et on arrive à faire bousculer les choses. Mais je pense qu'à chaque fois, c'est comme Airbnb. Vous parlez d'Airbnb, moi. Je suis très prudent là-dessus. Je suis ni un pro ni un anti-Airbnb. J'ai pris des mesures pour encadrer Airbnb très fortement à La Baule. Mais je pense qu'Airbnb, je suis président régional du tourisme dans les Pays de la Loire, je pense qu'Airbnb aussi c'est une opportunité pour faire travailler des secteurs qui sont éloignés des points touristiques, éloignés du mien par exemple, de La Baule, mais qui font vivre la restauration. Et moi je vois très bien des restaurateurs qui me disent souvent quand même les logements Airbnb ça nous a permis nous de faire bien travailler la petite table qui est reconnue maintenant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent venir dormir, etc. Donc il faut faire attention à bien sûr encadrer les choses, il ne faut pas qu'il y ait d'excès et moi ça a été le cas et je trouve que ça fonctionne pas si mal avec Airbnb aujourd'hui. Alors chaque cas particulier, faut faire du cousu humain. Paris n'est pas une ville de littoral, n'est pas une situation en pleine Corrèze où ils sont très contents d'avoir du Airbnb parce qu'ils n'ont pas d'hôtellerie et donc de ce fait-là ils peuvent avoir aussi une offre complémentaire. Mais il faut qu'on arrive à chaque fois à adopter de nouvelles idées et pas se bloquer parce que aujourd'hui on est dans une société très innovante. L'application qui n'a rien à voir, Too Go To Go, je ne sais pas si certains connaissent, ça permet, au départ on pourrait dire ouais mais ça fait concurrence avec la restauration, on peut acheter des plats, mais non, mais ça permet aussi de pouvoir, grâce à une appli, de pouvoir ne pas jeter de la nourriture et que les gens viennent acheter la nourriture dans un restaurant par exemple ou dans une cantine à moins cher parce que c'est mieux que la poubelle. Voilà, donc par contre, il faut l'encadrer parce qu'il n'est pas question qu'on crée une double restauration. Donc à chaque fois, je pense que les bonnes idées que l'on a en France, et il y a beaucoup de créativité dans notre pays, il faut qu'on arrive à les accompagner et pas être en réaction conservatrice à leur endroit. Vincent Sitz, il y a une grosse problématique évidemment pour tous les métiers de l'hôtellerie-restauration puisqu'il y a beaucoup de salariés, de saisonniers qui renoncent à venir travailler dans certains territoires parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Alors on sait qu'il y a des initiatives, des restaurateurs qui accueillent les saisonniers chez eux ou chez des parents, enfin ça se fait beaucoup en montagne aussi. Donc chacun est obligé un petit peu de se débrouiller. De quelle manière, vous, avec la fédération, vous essayez de travailler sur ces terrains-là? Alors déjà, rappelons que le logement, c'est pas l'affaire juste de l'employeur ou du salarié. Je pense que c'est les villes, maires, les régions, les communautés d'agglo. C'est à tout le monde de se charger du problème pour justement trouver des solutions. Maintenant, effectivement, rappelons quand même qu'il y a à peu près 200 000 salariés saisonniers en France, que ce soit montagne, enfin tout confondu, montagne et mer. Et une grande partie sont des gens plutôt locaux qui viennent en saison pour la montagne compléter des revenus et donc avoir un logement. Pour le reste, il y a des bonnes initiatives. Je vois déjà par exemple côté Atlantique où il y a eu un partenariat qui est fait avec une grande compagnie Ferries qui a juste monté un partenariat avec des salariés du coin avec la montagne. C'est-à-dire qu'il leur propose aujourd'hui, en étant logés, de travailler à la mer l'été et d'être en station l'hiver. Donc chacun y trouve. On a aussi des groupements d'employeurs qui peuvent aider aussi puisqu'ils se chargent également de recruter des salariés, d'accompagner, de les former, de les mettre à disposition des employeurs, de les loger et également de pouvoir les basculer en hiver ou en été. Après, on a une autre difficulté, c'est que la réforme de l'assurance chômage n'a pas forcément aidé à pouvoir conserver les saisonniers comme on les avait aujourd'hui, puisque la réforme n'aide pas forcément, puisqu'il faut avoir plus de 6 mois et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a tout ça, on essaie de faire reconnaître un CDI saisonnier de façon à ce que justement l'indemnité puisse être, enfin que le vrai contrat de saisonnier puisse être reconnu et justement permettre des indemnisations plus faciles qu'elles ne le sont aujourd'hui. Dominique Da Silva, j'aimerais revenir sur donc cette loi que vous portez, qui est importante, mais on se dit, est-ce qu'elle va suffire à relancer la machine telle qu'on l'imagine? Est-ce qu'elle va s'enrichir peut-être dans les mois qui viennent? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui vont poindre? Parce qu'on se dit, oui, une loi très bien, mais j'ai l'impression que le chantier est bien plus vaste.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est déjà un dispositif, c'est pas une loi, et je pense même qu'une loi ne réglerait pas tous les problèmes liés au logement, parce que évidemment le chantier est vaste. Modestement, je pense qu'il faut déjà régler ces besoins qu'ont les employeurs quand ils ont la possibilité d'y répondre, parce que ça demande aussi un investissement, mais c'est un investissement, on le comprend pour les saisonniers, mais pas que. J'allais dire presque stratégique, et donc forcément on a là un levier extraordinaire. Ce sont des investissements privés, donc on ne demande rien à l'État, on lui demande juste le droit finalement de déroger à des règles d'attribution, à des règles fiscales, etc., qui empêchent finalement ces initiatives qui, si elles n'étaient pas là, se feraient tout naturellement. Mais aujourd'hui, par exemple, le lien entre le contrat de bail et le contrat de travail, c'est quelque chose qu'on a voulu vraiment isoler, alors qu'il y a forcément à traiter les deux questions. Et les saisonniers, par exemple, et les apprentis, vous voyez, dans un même logement pourrait héberger pendant l'année, j'allais dire, des apprentis pour se former à un métier, et l'arrivée, et puis au beau jour, jusqu'en octobre, y loger des saisonniers qui vont faire la saison. Vous voyez, donc tout ça est possible, mais après il faut pouvoir créer ces modèles, et pour ça la loi nous permet juste d'éviter toutes ces contraintes, parce que moi en tout cas ma disposition ne vise pas à créer un nouveau dispositif fiscal. On sait que l'État n'a plus d'argent, et c'est lever des freins, tout simplement, lever des freins. Non mais monsieur le député a totalement raison, c'est-à-dire que il faut regarder ça de façon macroéconomique. On a besoin de 450 000 logements par an. On n'en produit quasiment pas la moitié. C'est une bombe sociale à retardement, parce que si on ne fait pas de logement, on ne rattrape pas le temps perdu. C'est-à-dire chaque année perdue est une année de plus dans laquelle on aurait pu faire du logement. Donc il faut se mettre tous les moyens, donner tous les moyens, et ça c'est vraiment un rôle entre la ville et l'État en fin de compte, parce que même s'il y a beaucoup d'intervenants, c'est vraiment l'État et la ville, parce que la ville s'occupe des PLU. On a encore, les maires, le permis de construire, heureusement, c'est un des rares pouvoirs qui nous reste effectif, mais on a le pouvoir des permis de construire, et donc de ce fait-là, l'État doit nous aider à pouvoir justement prendre des initiatives en matière de logement. Parce qu'on ne peut pas gérer le logement de la même façon sur tout notre territoire. La richesse de notre territoire, c'est la diversité. Mais son handicap, c'est qu'on ne peut pas gérer tout Paris. C'est pas possible. Vous ne gérez pas le foncier dans la Drôme comme vous le gérez chez moi, où je prends quasiment 17 000 habitants par an sur mon département et 30 000 sur ma région. Donc je ne peux pas, c'est pas possible. Quand on voit, et c'est un sujet en ce moment du Congrès des maires, sur la non-artificialisation des sols, vous ne pouvez pas dire à des territoires qui prennent 17 000 habitants par an qu'il ne faut pas qu'ils artifacient leur sol, parce qu'il faut bien construire. Il faut construire pour loger, puis il faut construire aussi pour faire des usines accessoirement, parce qu'il y a des entreprises qui veulent s'installer. Donc voilà, donc on a là un chantier monumental, qui est un chantier de construction de logements, qui soit logement saisonnier, qui soit logement permanent, qui soit logement accessible, qui est indispensable, parce que c'est, en fin de compte, le logement, c'est sans doute la certitude d'être installé dans la société. Quand vous êtes jeune, quand vous arrivez à avoir un logement, vous savez que ça va éviter peut-être d'autres problèmes, et que vous allez pouvoir sans doute aborder la vie de façon plus facile. Bon, l'État, les collectivités, oui, d'accord. Mais j'aimerais quand même me pencher sur les entreprises elles-mêmes et sur leur capacité à communiquer, à faire des choses elles-mêmes sans attendre derrière leur fédération, derrière leur maire. Est-ce qu'on peut avoir aussi ce regard de dire, bon, peut-être que certaines entreprises, restaurateurs, hôteliers, peu importe, ne font pas assez en termes de communication, en termes d'attractivité auprès de ces salariés saisonniers pour dire, écoutez, venez, on va s'en occuper, ou on fait quelque chose. Je mets le pied dans le plat, je le sais, mais c'est pour provoquer des réponses intelligentes. Bon, moi je vais défendre les professionnels. Parce que les professionnels, d'abord, ils ont fait beaucoup d'efforts sur les salaires. Merci. Non, mais je le dis, quand vous ne le faites pas, je le dis aussi, mais quand vous le faites, je le dis. Et en l'occurrence, je vois que ce soit l'UMI ou d'autres, ou Jenny ou vous-même, vous avez à chaque fois essayé de revaloriser le métier. Donc ça, ils ont fait leur boulot. Maintenant, c'est pas simple, parce que c'est pas ce qui crée des logements. Et c'est pas ce qui crée non plus de l'attractivité. C'est juste se mettre dans une situation où on peut accueillir du monde. Et donc vraiment l'enjeu maintenant,
c'est vraiment l'enjeu du logement, je pense foncièrement. Et dans l'enjeu du logement, même les professionnels s'y mettent. Moi, par exemple, on a décidé au niveau de la région des Pays de la Loire, je suis vice-président en charge du développement économique, une aide pour les professionnels du tourisme notamment, qui créent des logements saisonniers. Parce qu'ils commencent à faire leurs hôtels quasiment pour leur personnel, ce qui est un autre métier. Franchement, quand vous êtes restaurateur, faire un hôtel pour votre personnel, j'en vois certains, ils sont dépités parce qu'ils disent non mais on ne sait pas faire. Mais bon, alors parfois, il y a même des entreprises de sous-traitance qui s'occupent de ça. Et donc nous, on les aide financièrement quand ils prennent ces initiatives-là. Mais c'est pas simple, parce que c'est encore un autre métier qu'on demande aux professionnels du tourisme. Et ça, ça se rajoute aux difficultés. Vincent Sitt, je vous voyais réagir à ma question. Oui, tant mieux. Volontairement piquante. Monsieur a pris ma défense, donc je suis ravi. C'est vrai qu'en termes d'attractivité, en tout cas, on n'a peut-être pas encore tout fait, effectivement, mais on a fait beaucoup de choses. On a fait, entre autres, l'augmentation significative sur la grille des salaires. On a revu la classification. On a revu la classification pour l'attractivité de nos métiers par rapport aux apprentis, puisqu'avant, ils étaient juste sur une base de SMIC en fonction de l'heure. Maintenant, ils sont en fonction du diplôme qui passe. Ils ont une rémunération en fonction de la grille de classification, ce qui est quand même aujourd'hui plus attractif en tout cas à venir dans nos métiers, mais effectivement on ne peut pas demander tout à l'employeur au niveau du logement. Et on peut rappelons en même temps que ça reste un avantage en nature qui pour certains est chargé, et certains URSSAF en plus vont bien au-delà puisqu'ils réintègrent l'intégralité, et donc vous vous retrouvez avec des redressements qui sont relativement très importants. Donc c'est vrai que tant mieux s'il y a des maires, en tout cas, qui aujourd'hui se prévalent de s'occuper réellement de sujets, de donner des aides, en tout cas. Mais en tout cas, c'est en fonction des territoires. On ne peut pas faire pour chacun la même chose. Le foncier n'est pas le même, effectivement, dans la Creuse qu'à la Plagne ou au Val d'Isère. Voilà, donc, oui. Dominique Da Silva, je vous laisse le mot de la fin. C'est très gentil, mais je voulais rebondir sur ce que disait monsieur. Effectivement, je parlais de lever des freins parce que, vous voyez, typiquement, l'avantage en nature, c'est-à-dire que finalement, un employeur qui va accorder un avantage logement à un salarié va se voir taxé parce qu'il va devoir payer une compensation en charge sociale. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce que c'est ça qui encourage le plein emploi et l'emploi au bon endroit? Non. Est-ce que, par exemple, vous logez un salarié, le salarié démissionne, aujourd'hui il reste dans votre logement? Bon, ça c'est pas l'employeur qui peut décider de ça, c'est la loi. Et donc il faut justement qu'on assouplisse la loi pour permettre justement des possibilités qui ne s'offrent pas à nous aujourd'hui. Voilà. Bien, merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler des logements et de l'emploi saisonnier. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. On se retrouve très bientôt pour parler du plan mis en place pour dynamiser les entrées de ville et les centres-villes. À tout de suite.